Les têtes de frênes ont un aspect brûlé, de ces photographies que l'on brûle, de ces pages arrachées et brûlées aussi avec les restes. De ces déchets au fond des poubelles éclatent des sanglots. La trajectoire des différences est paradoxale et ennuyante. S'ennuyer profondément est une forme de distraction absolue. Et cela s'enchaîne si bien qu'elle finit par se coucher dedans dans le sol. Un sol de terre infirme et magnétique. Ce qu'elle appelle déchéance est sa grande vie. Sa grande vie s'étale pendant des heures dans un canapé à regarder le ciel passer du rouge au noir. Le sol s'enfonçant dans la nuit, il est bientôt l'heure pour elle d'aller faire les poubelles et elle tremble de peur d'être attrapée dans son être rien, dans le regard policier, dans le regard de la conseillère Pôle emploi qui la soupèse de sa lassitude. Elle attend de s'immoler comme les autres sur les parterres de fleurs, devant les portes vitrées, les couloirs vides, les files d'attente hivernale à la cave. Elle attend sa mort sainte, une mort qui ne la violera pas, qui la laissera pure, sans antécédent judiciaire. Elle a calculé sa peine, ce que sa peine allait coûter à son être rien. Elle a établi un programme froid sans s'en rendre compte, sur ce qu'elle devait faire, sur ce qu'elle ne devait pas faire, tous les risques encourus de A à Z, et comment elle allait pouvoir s'en sortir avec son être rien, avec cette image d'elle-même s'effondrant dans les vitrines. Sa pensée est une surface sur laquelle s'inscrivent les gestes, les paroles, les mimiques. Oui, elle reproduit les gestes devant la vitrine. Elle reproduit des gestes auxquels se retire sa pensée. Ces gestes l'hypnotisent. Sa parole est tenue dedans. Elle est muette. Elle vole ce que la vitrine lui retire, ce que la vitrine garde pour elle. Elle a choisi de s'imaginer comme sauveuse du monde. Elle ramasse sa beauté dans les poubelles. Elle se tient dans le corps de la pensée de surface qui établit des rapports fallacieux, qui rapporte au monde ce qu'il recouvre par sa beauté. Le meilleur rôle qu'elle s'est attribué est celui d'une porte toujours ouverte. La porte de la maison maternelle est toujours ouverte. La beauté virginale est son vice, car de beauté virginale elle ne possède pas. Elle est cette porte toujours ouverte sur le monde. Elle bat l'air sans anticorps. Sa porosité est un spectacle dégradant à qui le regarde. Elle suinte, son jus noir et putride. Le bruit du journal à la radio l'insupporte le matin. Il est une insupportable torture que d'entendre par-dessus le déjeuner les nouvelles du jour annoncées par une voix qui parle par-dessus son réveil et ses rêves. Ce qu'ils disent ne la regarde pas le matin, ajouté à sa voix qui tremble. Insupportable soumission de la voix recouverte impuissante auto qui l'allume. Ce Dieu dans la radio qui prêche, qui court-circuite sa pensée. Ce Dieu fait dans sa tête la dictature de la voix qui entre, par effraction dans la nuque et les yeux. Elle se réveille dedans avec imposition. Elle geint sous la voix qui l'impose. Elle développe le dégoût pur de la vie instruite par la voix de la radio le matin. Elle rejette le corps de la radio dans son corps, le corps du Dieu qui prêche et du doigt qui l'allume le matin. Pour elle, Dieu est un roi. Elle s'est humiliée en public pour lui déplaire. Elle a chié des kilomètres de merde. Quintée dans son corps est pleine de merde. Quintée dans le corps du faste pourrisson, pleine de RSA, pleine de misère. Enfin, elle avait son corps fait pour la merde. Elle a traîné son corps dans la merde jusqu'à ce qu'il saigne abondamment. Elle est un bébé koala, une pute de fille, sa bouche est pleine de sang. Sa bouche arrache au corps des travailleurs ce qui leur reste de vie pour vivre. Elle vit sur leur dos, elle bouffe leur argent, elle leur suce la moelle. Elle suce leur colonne vertébrale en amour de chienne. Elle les bouffe jusqu'au dernier centime et c'est sur elle qu'ils tapent quand tout va mal. Elle est leur enfoirée de salope de parasites. Elle les gratte aux aisselles, elle les gratte au sexe. Son corps tout entier leur colle à la peau. Elle est sous leur semelle et dans leur appartement. Il la nettoie au Karcher, elle revient. Elle pense que l'eau est polluée et pue la merde, que les rochers s'effritent en creux aspirés par le sol. Elle a pris le bus 81 et elle est allée jusqu'à la mer.
Dans le bus, elle avait l'impression d'être comme dans un bus. Elle était assise quand la ville a commencé à la regarder. Elle a parlé des panneaux publicitaires parisiens et comme ils l'absorbaient dans le métro, que c'était inadmissible d'être à ce point demandé par des images aussi grandes et regroupées sur leur surface visible. Ils disaient qu'ils étaient regardés par la ville. Elle ne sait pas pourquoi c'est sa voix d'enfant qui s'exprime, peut-être par peur des caméras de surveillance. Les haches de guerre sont tenues par des muscles conciliés. Elle se parle à elle-même car elle-même est capable de se retourner contre elle. Aussi le système procédurier est efficace. Elle peut se sentir regardée par des caméras, surveillée, que cela devienne fragile à sa conscience. C'est-à-dire qu'elle n'ose plus bouger, respirer de peur d'être regardée. Ceci étant dit, elle respire à nouveau en marchant dans la ville. Quand l'espace de sa pensée se réduit dans l'étouffement, c'est qu'elle n'est plus capable de regarder dans les yeux quelqu'un, que les regards autour d'elle sont vides. Comment peut-on être regardé par une ville et avoir le regard vide, si les yeux de la ville l'absorbent? De retour à l'appartement, l'ambiance est hyper virale. Elle se sent totalement infectée quand elle arrive. Un mauvais rire la reprend très pernicieux. Ils ont joué avec des bâtons de glace avant de partir à la mer. Elle en a glissé un dans sa chemise. Il a glissé l'histoire d'une fiction au sujet de la mort de Ève. Il a introduit sa pensée dans ce qu'elle ne s'était pas autorisée, c'est-à-dire inventer une version de la mort de Ève. La police les fait patienter. Elle ne sait pas de quoi son voisin est mort. Elle continue à penser qu'elle l'a peut-être tué. Elle a d'abord imaginé des petites choses, et puis c'est devenu énorme. Un cœur arraché, des membres découpés à la hache. Un crime primitif surdimensionné, qui ne semble pas correspondre à son voisin, ni au sentiment qu'elle éprouve à son égard. Elle a imaginé un sacrifice médéen, un fils habitant sur le même palier qu'elle, souffrant, vivant au milieu des déchets et des bêtes, chassé par son propriétaire et auquel elle ne peut apporter aucun remède, si ce n'est celui de le sacrifier, que son sang coule, que son corps soit dépecé, son cœur arraché. Dans cette version, elle ne se salit pas les mains. Le peuple l'humilie. Le soleil à qui elle voit un culte est récompensé. Elle est sous ses ordres, elle connaît ses secrets. Si elle est son frère, elle le découpe en morceaux pour ralentir l'arrivée de son père et s'enfuir avec Jason et la toison d'or. À chaque morceau que son père trouve, la blessure se fait plus grande. Il s'arrête, récolte un à un les membres de son fils, et elle, sa fille, elle s'enfuit. Si elle sort du mythe, elle se trouve plongée dans le corps du mort, l'odeur de son sang devient réelle et charnelle. Son corps tremble à l'idée d'avoir enfreint la loi par son crime. Ses cuisses se contractent avec horreur. Elle pleure jusqu'au tréfonds, baisant les objets qu'il lui a laissés. Elle perçoit des augures dans la nuit du 6 au 7 juillet. Elle n'a aucun souvenir de ses actes. Il lui reste la vision de la veille et du lendemain. D'oiseaux croisés dans le ciel et d'un nuage de fumée annonçant la catastrophe. Elle voit sur sa lame de cuisine un Manas, un être qui lui parle dans le manchon du couteau. Elle sait l'avoir tué, mais elle ne se souvient pas des faits. Elle sait que du sang sortira du mur, elle s'y attend. Il lui aura été demandé de le faire, de réduire sa peine, d'abréger ses souffrances. Elle ne peut pas s'imaginer comme commanditaire. Dans cette nuit où elle ne se souvient de rien, il y a un ordre et il y a un acte. Mais les gestes qui la relient à lui sont absents. L'acte est chirurgical. Elle le tue dans l'invisibilité, traversant son corps sans le toucher. Elle intervient sur ses organes. Elle termine ce qu'il a commencé, la séparation de ses organes par le suicide. Oui, F avait déjà tenté de se suicider plusieurs fois. Elle coupe au niveau du cœur, sa main posée sur son front, elle arrache son cœur pour le porter au soleil. Le corps tombe défait de ses liens. Elle comprend que le fils l'a dépassionnée. Regardant les lunettes de soleil qu'il a laissées sur le palier, elle sent sa mort tomber en elle. Elle ne sortira plus de cet appartement. Les gens autour d'elle se demanderont si elle a une âme et pourquoi n'a-t-elle pas choisi de devenir souveraine. Elle s'en prend maintenant en fleurs de lys sur les grilles, à ses arbres, presque morts, malheureux de soif et de sacs plastiques, les recouvrant.
Elle s'en prend à cette obsolescence programmée par les urbanistes des années 70. Ils ont prévu de nettoyer la ville, pense-t-elle. Nettoyer la ville de sa folie, de sa saleté, de ses pauvres. Ils veulent me nettoyer avec. Ils ne vont garder que les tilleuls et les magnolias. Ils m'en comme à Nantes, comme à Toulouse, comme à Montpellier. Nous en salit le trottoir. Ben,